Bonjour à tous, c'est Vince, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe-Passe. Aujourd'hui, je suis avec Grégory Corchia, qui est magicien et jongleur, et on va passer un petit moment ensemble pour le découvrir et découvrir cette pratique. Salut Greg, comment ça va? Salut Vince, ça va bien? Ravi Bon, d'être avec toi. génial, et ben merci, merci d'être là. Alors, toi, tu as une particularité, c'est que tu as beaucoup implémenté le jonglage également dans ta magie, et pour le coup, je trouve ça très chouette, ça rajoute beaucoup de visuels, et puis ça apporte une expérience aussi un petit peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas? Je m'appelle Grégory et j'aime bien revendiquer le fait d'être un saltimbanque. Donc Ok. je m'appelle Grégory Saltimbanque. Je, pour moi, ce que je fais remonte à l'époque des troubadours, des ménestrels et le fait de dire saltimbanque me permet d'englober tout un tas de choses. Derrière la magie, le jonglage, mais aussi le clown en milieu hospitalier, la sculpture de ballon, que j'ai beaucoup pratiqué et que je pratique encore beaucoup. Donc pour ça, j'aime beaucoup ce terme, j'ai l'habitude de dire, d'appellation non contrôlée. Ok. Bon, bah, chouette. Ok, cool. Merci pour ça. Donc, effectivement, t'as un panel important, finalement. Alors, il y a pas mal de magiciens aussi qui font beaucoup de choses. Magie, jonglage, tu as dit, sculpture sur ballon, euh, l'aspect clownesque aussi sur les hôpitaux. On va essayer de passer par chacun d'entre eux. D'abord, la magie, comment est-ce que c'est venu à toi? Est-ce que c'est la magie qui est venue à toi? Est-ce que c'est toi qui allais la chercher? Ton parcours magique, comment c'est venu arriver pour toi? Complètement par hasard et un peu malgré moi. J'ai rencontré il y a très très longtemps un magicien qui s'appelle Michael Stutzinger, un grand cartomane reconnu dans la cartomagie. Et un jour, Michael m'a, au bout d'un certain nombre d'années que je le connaissais, m'a proposé d'aller travailler pour OID. Ok. OID, qui est une société alors j'ai travaillé aussi pour eux, en l'occurrence, mais je pense qu'on est beaucoup de magiciens à avoir travaillé aussi pour OID. C'est une société qui a des emplacements, enfin qui avait, ou qui a encore, je ne sais même pas, parce qu'il en est d'actualité, mais ils avaient des emplacements où ils vendaient des tours de magie sur Toys R Us, sur la Grande Récré, sur Jouer Club, ou des choses comme ça. Donc, tu as été aussi démonstrateur, performeur et vendeur chez OID. Et donc, je donne encore quelques petits détails. Le but d'être employé là-bas, c'est de vendre les produits de OID. Donc, on connaît tous les tours par cœur. Les gens arrivent, on crée des attroupements, on crée des moments d'émotion, on démontre les produits. Et ensuite, on déballe et puis on essaye de vendre le maximum de produits pour gagner un maximum d'argent. Et en plus, bah, effectivement, c'était commissionné. Donc, plus on vend et plus on est content, normalement. Et puis, c'est surtout une bonne école, en fait. Ça permet de pas mal bosser la magie parce qu'on le sait, en vrai, on faisait tous les tours, etc. Mais on se faisait aussi plaisir à faire nos tours perso, nos trucs qu'on avait envie de bosser en supplément de tout ça. Donc Greg, parcours aux idées. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ta carrière se lance toute seule ou alors est-ce que tu es dans une démarche de prospection? Comment ça se passe? Ça me plaît tellement en fait, OID, et je découvre vraiment la magie par ce biais-là. Je faisais pas du tout de magie avant. Moi, comme je dis à l'époque à Michael, je dis mais Michael, je me connais, je suis pas magicien. Et il me répond non justement, OID ne cherche pas des magiciens professionnels. Quand on est professionnel et qu'on fait un tour, les gens se disent mais jamais j'y arriverai, ça demande des années de travail. Alors que si on prend un jeune, qu'on lui explique un discours, la démarche est complètement différente. Il y a une forme de camelot dans ce terme-là, et je dis ça pas du tout péjorativement parlant. Pour moi, enfin, c'était une très belle expérience. Et ça me plaît tellement que OID, c'est en saison. J'ai envie de continuer ce truc-là. Donc, à cette époque-là, je vais faire, il y a le magasin Passe-Passe qui existait encore à Paris, qui n'existe plus, mais qui est connu de beaucoup de magiciens, de jongleurs et autres. Et je vais faire une candidature spontanée à Passe-Passe, juste après ma première ou deuxième saison avec OID. Et je me mets à travailler pour Passe-Passe. Je travaille 2 ans pour le magasin. Là, ça me permet de découvrir énormément de choses. En fait, le patron de Passe-Passe donnait souvent ce discours-là aux vendeurs. Il disait, écoute, s'il y a quelque chose dans le magasin qui t'intéresse et que tu connais pas, je te le prête. Tu l'emmènes chez toi, tu le pratiques. Bien souvent, au lieu de le ramener, tu as envie de l'acheter parce que tu accroches à ce truc-là. Donc, je découvre la magie, je découvre plus de matériel de jonglage, je découvre un tout petit peu le yo-yo. Et puis, il y a un truc dans le magasin qui m'intéresse pas du tout, c'est la sculpture de ballon. À l'époque, il n'y a que le premier ou les deux premiers volumes d'Arthur Tivoli. Et je finis quand même par les toucher et je tombe complètement amoureux du ballon. Ce qui fait que pendant un bon moment, je vais pratiquer beaucoup de ballon. À Passe-Passe, il y a beaucoup de vendeurs qui défilent.
Et en vendeur occasionnel, il y a une jeune femme avec qui je deviens ami, qui, elle, pratique beaucoup le jonglage et prend des cours du soir à l'école Fratellini. On est en 2000-2001. En 2000, non, 2001, en France, c'est l'année du cirque. Du coup, dans ce cadre-là, Disney, le parc Euro Disney à Marne-la-Vallée, organise une grande parade avec plein de circassiens. Il y a 150 artistes sur cette parade, qui se divise en 3 tiers. Un tiers de professionnels, un tiers de jeunes qui sortent d'école, et un tiers de ce qu'on appelle les autodidactes du coin, qui n'ont pas forcément un bon niveau technique, mais qui feront suffisamment l'affaire pour faire la parade. Et mon ami, via ses cours du soir, fait le casting pour Disney, et elle me sollicite fortement pour aller faire ce casting. Je fais le casting, je suis pris. En 2001, je travaille 10 mois à Disney, plus je fais partie de l'équipe qui fait les petits pilotes avant, donc je fais un petit peu plus de 10 mois. Et à la fin de l'aventure de Disney, j'ai mes cachets, je suis intermittent. Il y a 150 artistes, je suis copain à peu près avec 148 artistes sur la parade. Et à la fin de la parade, en se quittant, à la fin du contrat, en se quittant, les copains me disent, alors, Grégory, t'es content, t'es intermittent. Je dis, ah oui, oui, je suis super content. Mais c'est quoi l'intermittence? Je savais pas ce que c'était. Je suis un peu tombé dans la marmite sans le savoir. Donc derrière, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai suivi les conseils de mes copains qui étaient plus confirmés. Et puis à ce moment-là, j'ai eu une approche différente. J'ai commencé à utiliser l'AFDAS pour faire des stages un petit peu plus professionnels, pour me former d'une autre manière, puisque à ce moment-là, pour moi, la magie, le jonglage, le ballon, c'était plus uniquement pour me faire plaisir, mais pour faire plaisir à un public. Donc mon approche d'amateur passionné commence à évoluer vers une approche plus professionnelle pour pouvoir vraiment en vivre et en faire vraiment mon métier. Super, c'est top, hein. C'est un parcours original, c'est marrant. En fait, tu vois, t'as l'impression que ça t'est un peu tombé dessus, pas finalement. C'est rigolo comme process. Ok, c'est marrant. Et donc, on le sait, j'ai répété plusieurs fois, donc t'intègres beaucoup le jonglage aussi. Donc là, on va faire la transition tranquillement vers le jonglage. Euh, Qu'est-ce que tu pratiques dans l'art du jonglage? Moi, ce que j'ai vu, ce que je vois, ce que tu postes sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup la balle contact. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, que j'aime vraiment beaucoup. Mais dans le jonglage, quelles sont les différentes choses que toi tu pratiques? Je commence par pratiquer surtout des balles, ce qu'on appelle le jonglage aérien, avec un lancer et un rattrapé. Je fais un petit peu de massue, parce que le passing, quand on échange les massues avec d'autres partenaires, c'est très agréable, puis ça permet d'avoir une relation avec les autres. Et à Disney, et surtout après Disney, en fait, je découvre le jonglage contact en 99. C'est avant Disney. En 99, je fais ma première convention européenne avec Pastas en tant que vendeur. Et là, je découvre un truc qui me fascine dès le départ, qui s'appelle le jonglage contact. Je pratique avec des grosses balles. Le jonglage contact, c'est quand la balle reste en contact avec le corps du jongleur. Donc il y a moins de lancers et moins de rattrapés. Et puis il y a un truc qui me fascine beaucoup, c'est ce que j'appelle les équilibres impossibles. J'ai travaillé 2 ans pour juste poser une balle sur ma tête. Non, attends, elle est collée sur le mur, là, tu m'auras pas comme ça. Là, voilà, Truc de- par ici. C'est un gros travail. Ça demande vraiment beaucoup de patience et beaucoup d'apprentissage. Ça m'a mis moi, il y a des gens qui vont beaucoup plus vite, hein, mais moi ça m'a mis 2 ans juste pour la tenir en équilibre sur la tête. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à apprendre à tourner la tête d'un côté, de l'autre, à tourner le corps, à travailler beaucoup ce qu'on appelle les transferts de poids. Ce qu'on fait naturellement dans la vie quand on marche ou quand on se tient debout. Faire passer du poids plus sur une jambe, plus sur l'autre, pour apprendre à marcher, à me déplacer avec, à jongler avec. Aujourd'hui, je fais du monocycle, du vélo, je fais tout un tas de choses avec la balle sur la tête. Et ces dernières années, comme on n'est pas si nombreux que ça à utiliser cette pratique, je l'utilise beaucoup pour essayer de sortir une forme de singularité, de me démarquer un petit peu aussi des autres. On a tous des spécialités. Et plus j'avance, plus je comprends que ça fait partie des beaux retours et de ce qu'on attend de moi. Du coup, je me suis mis encore plus à le travailler. Aujourd'hui, je travaille des équilibres de balle sur balle. C'est-à-dire que je vais installer une balle sur mon bras et par-dessus, je vais en installer d'autres. J'en ai ici. Je me mets là, par là. Ça aussi, hein, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement.
Et petit à petit, j'arrive comme ça à installer plusieurs balles les unes sur les autres. C'est C'est encore une niche dans la niche du jonglage contact. C'est incroyable. Déjà jongler avec une balle contact, déjà il y a du boulot. Mais ce truc d'équilibre sur la tête, tu sais, quand je te voyais faire là, bon, c'est parce qu'on est au webcam et tout ça. Franchement, en vrai, ça ressemblait à un trucage. Je te jure, ça ressemblait à un trucage. Je te dis, c'est pas possible. Il y a une intégration Photoshop. Ça paraît improbable ce truc-là. Et encore plus, bon là, moi je trouve que c'est encore un niveau supérieur, cette histoire de poser une balle et en poser une autre par-dessus, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça paraît fou parce que tu es obligé de bouger de toute façon, tout va se jouer à moins d'un millimètre. Enfin, c'est hyper impressionnant. Donc toi, gros amour finalement, gros affect pour la balle contact en fait. Depuis le départ. Moi aussi, hein, ça m'a beaucoup fasciné. Par contre, j'ai pas eu la patience quoi. Donc ce qui me saoule, c'est ça tombe, tu ramasses 1 million de fois, j'en ai marre, j'en peux plus quoi. Mais par contre, je trouve que ça a une sensation, c'est un feeling qui est très satisfaisant. C'est vraiment, je pense que tu dois avoir des shoots de dopamine continue, quoi. C'est que vraiment au contact, c'est bizarre, mais t'as l'impression d'avoir une relation, que c'est une extension de toi, quoi. Et encore, moi, je suis à 1%. Hein. Donc, je me dis, quand tu arrives à un gros niveau, que tu es très à l'aise, ça doit être tellement agréable, quoi. Tellement agréable. Et balle contact, tu fais aussi les jonglages avec plusieurs balles contact en même temps, ou t'as une chorégraphie que tu fais à chaque fois en représentation. Comment ça se passe? Ou alors c'est libre et puis tu prends ta balle contact et puis tu improvises. J'ai envie de dire comme beaucoup de pratiques, hein, quand on est à la maison et quand on s'entraîne, on a un niveau plus élevé que quand on est en prestation. Et en prestation, on redescend parce que l'idée en prestation, c'est plus uniquement pour soi, c'est faire plaisir à des gens. Et puis, je sais que tu es professionnel aussi, hein, j'imagine que la plupart des professionnels en prestation, on n'a pas notre meilleur niveau parce que on veut être sûr d'assurer, on veut être sûr de pouvoir retravailler, que les gens soient contents et puis que l'employeur soit content. En magie ou en jonglage, quand ça rate, c'est délicat derrière. Donc j'ai un niveau, comme la plupart d'entre nous, un niveau plus élevé en entraînement qu'en prestation, et je travaille. Et puis petit à petit, plus on s'entraîne, plus on travaille, plus on arrive à monter aussi ce niveau qu'on présente devant les gens en milieu professionnel. J'ai appris à jongler en colonie, complètement par hasard. J'avais 10 ans. Et c'est vraiment mon premier amour, le jonglage. J'adore ça. C'est le jonglage aérien. Quand on lance des balles, des massues, ce que s'appelle le jonglage aérien, ça ressemble à un cardio. Ça excite vraiment à l'intérieur et comme si on faisait du vélo ou de la course à pied, il y a vraiment une élévation du rythme cardiaque. À l'inverse, le jonglage contact, ça demande de s'apaiser, de chercher quelque chose de plus zen à l'intérieur. Et le jonglage contact est beaucoup plus doux. Du coup, pour moi, c'est complémentaire de mélanger les deux. Faire du jonglage contact avant de faire du jonglage aérien ou de faire du jonglage contact après de faire du jonglage aérien, c'est contradictoire parce qu'il y en a un qui t'excite et puis l'autre qui va te demander de t'apaiser, mais j'ai trouvé une forme de complémentarité. Il y a certainement d'autres exemples en magie où pareil, où des pratiques qui demandent d'être beaucoup plus posées et puis d'autres pratiques qui demandent d'être un petit peu plus actif. Ouais, ouais, complètement. Bah oui, par exemple, tu fais de la magie visuelle où tu veux incorporer tout le monde, faire participer tout le monde. T'as tendance à être plus enjoué, plus énergique. Et puis, à contrario, quand c'est vrai, quand t'es dans le mentalisme, en général, hein, t'es un peu plus tranquille, tu poses une ambiance, etc. Et donc, alors, la question que je te posais tout à l'heure, parce que moi, je connais pas du tout, alors c'est vrai que ça m'intéresse de comprendre aussi la psychologie qu'il y a derrière. En magie, on a tendance à bosser nos tours, on les connaît tellement par cœur que quand on va les présenter, ça roule tout seul. Mais quand on est professionnel, finalement, on a un petit peu des sets qu'on a déjà définis, on fait plus ou moins toujours la même chose et de temps en temps, on va se permettre de bosser un nouveau truc, etc. En jonglage, c'est un peu pareil. C'est pour ça que je te demande, enfin, c'est une question en jonglage. Est-ce que c'est pareil? Parce que je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu as des chorégraphies où tu te dis, bah là, je fais la 1, là, je fais la 2, là, je fais la 3. Et est-ce que tu as des moments où tu te dis, bah là, je pars en impro? Comment, tu vois, en termes de professionnel, quand on est professionnel du jonglage, comment on pense sa prestation? Oui, c'est pareil. J'ai des petites chorégraphies et des mouvements que j'ai l'habitude d'enchaîner depuis longtemps, sur lesquels je vais m'appuyer régulièrement. Et puis de temps en temps, je me permets, dans certains contextes, de partir un petit peu plus en impro. Je fais beaucoup de déambulations et de rues, mais pas de rues au chapeau,
de rue payée par une ville, un organisme ou quelque chose comme ça. En rue, pour certains appellent ça de l'animation, moi, ça me pose aucun problème sur les différences de mots. En rue, je me permets plus facilement de partir en impro. Je sais que si ça tombe ou si ça rate, derrière, je vais faire quelque chose sur lequel je suis plus solide et épais pour attraper le truc. Je sais que c'est moins grave que quand je travaille aussi de temps en temps sur des plateaux en scène. Et je sais que là, en plateau ou en scène, si ça rate, le retour, il est très dur. Le public et l'organisation et l'employeur, si ça rate, pour eux, il y a vraiment un truc de l'ordre, oulala, est-ce qu'on va le rappeler derrière? Ouais. Voilà, parce qu'il y a un enjeu beaucoup plus fort. En close-up ou en rue, en animation, quand on rate un truc, dans l'ensemble de tout ce qu'on a fait, c'est comme un petit trou dans un t-shirt, ça se voit pas. On regarde l'ensemble. Alors que quand on est vraiment sous les feux des projecteurs, alors il y a évidemment le classique du chiquet, hein. Je sais que les magiciens l'utilisent moins, mais au cirque, le chiquet, c'est quand on fait semblant de rater, pour après y arriver, pour montrer au public que il y a, c'est pas si facile que ça, c'est pas truqué, et ça permet de faire une surenchère sur l'effet qui va arriver. En magie, je crois qu'il y a moins, parce que en magie, quand on rate, bah, tout de suite les gens ils vont retenir ce qui a raté, alors que dans l'ensemble, il y a eu plein de choses merveilleuses aussi. Donc il y a quand même une différence. Je pratique beaucoup plus de close-up et d'animation que de scène, mais j'en fais aussi un petit peu et pour moi, il y a vraiment des différences entre ces deux tableaux, entre ce que je vais me permettre de faire ou pas. En scène, je m'amuse pas à faire de l'impro. Je m'appuie et je m'assois sur quelque chose de plus solide. Ok. Bah, comme tu me disais, je reviens sur le point où tu parlais du chiquet. C'est vrai que dans le cirque, ça, c'est un véritable outil qui, comme tu le disais, peut permettre de faire comprendre au public que, un, c'est pas facile, et que deux, ça puisse être aussi dangereux. Par exemple, tout ce qu'on a lorsque les gens sont sur des balanciers ou qui vont tomber, machin et tout, de permettre d'impliquer émotionnellement les spectateurs pour leur dire, waouh, c'est dangereux, c'est extrêmement difficile, pour après sublimer l'effet parce que ça va réussir et que là, la salle se lève et c'est un tonnerre d'applaudissements. Donc là, effectivement, c'est techniquement très valorisant. En magie, ça arrive de temps en temps qu'on ait des effets où t'es fait semblant de pas avoir deviné la bonne info pour rebondir dessus et encore une fois pour descendre l'état émotionnel, pour créer une autre émotion, pour derrière sublimer le truc, de se dire waouh, vous êtes trop fort. En mentalisme aussi, c'est un débat ouvert, mais des fois on peut se dire, est-ce que ne pas deviner juste précisément la pensée du spectateur, est-ce que ça peut pas être un faire-valoir pour montrer que c'est naturel, que c'est pas exact, et des fois ça peut même te servir, ok, il peut pas connaître l'information, sinon il aurait révélé exactement celle que j'ai écrit, que j'ai pensé, quoi. Donc Oui, oui, c'est vrai. c'est un intérêt spectaculaire, c'est un intérêt spectaculaire Le de le chiquet faire. existe bien en magie, hein. Le coup de j'ai raté, ça fait rire les gens. Et puis derrière, on rattrape le truc. Oui, 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 oui. Ah ouais, complètement. Ok, c'est cool. Quels sont tes projets, tes projets pro, tes projets perso à l'avenir, ou peut-être des trucs que tu développes maintenant, que tu réfléchis sur 2025? Et, si tu as des projets d'actualité, d'évolution peut-être dans la carrière, ou des nouvelles pratiques que tu vas intégrer, des spectacles, là c'est le moment de me parler un petit peu de ce truc-là. Je voudrais savoir comment tu envisages l'avenir de ta profession, qu'est-ce que tu prépares? Continuer. J'adore mon métier. Je trouve que c'est une chance d'exercer un métier qui au départ est une passion. C'est un peu comme avoir un ticket gagnant du loto en main. On est à peu près 8 milliards sur Terre et vivre de notre passion, c'est incroyable. C'est tellement beau et moi ce que je veux c'est continuer. Je continue à avancer techniquement. J'ai plein de projets différents et continuer à collaborer avec des gens que je trouve très intéressants. J'essaye ces dernières années de me diriger un petit peu plus vers la scène, mais j'ai pas du tout envie de laisser tomber le close-up ni l'animation parce que j'aime tout ça. J'aime pouvoir mélanger tout ça. Je suis aussi clown en milieu hospitalier depuis 2003 dans une clinique et ça m'apporte énormément de bonheur. Le contact avec les gens est très chaleureux et ça donne un sens différent à mon travail. Et j'aime passer de la clinique à un événementiel de luxe, à du travail en rue avec d'autres collègues, échassiers, cracheurs de feu, acrobates. Ces dernières années, je monte de plus en plus de projets et d'équipes pour différentes compagnies, pour différents employeurs. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai envie de garder ce mélange de tout ça. C'est pour ça que plus j'avance et plus je revendique le fait d'être un saltimbanque.
Pas juste un magicien, juste un jongleur ou un sculpteur de ballon ou un clown en minuscule, mais un saltimbanque. Pour moi, c'est une richesse. Ça me permet de garder aussi une forme de fraîcheur, de passer de l'un à l'autre. Et mon souhait le plus cher, c'est de faire ça jusqu'à la fin de ma vie, si je peux. Ouais, c'est chouette, hein. Et tu penses qu'on peut jongler jusqu'à quel âge? En moyenne, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont garder des facultés jusqu'à 80 ans, mais en termes de facultés, et puis de clients qui t'appellent. Et puis s'il y a plus de clients qui t'appellent en événementiel, dans des compagnies, parce que t'es trop vieux, est-ce que tu peux faire de la rue? C'est une vraie question que je me pose, ça. Moi, j'ai envie de croire que oui. Il y a des jongleurs qui jonglent jusqu'à très très tard. On a des magiciens qui sont très âgés et qui continuent de travailler aussi. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de se renouveler, de pas rester figé sur quelque chose et d'avancer parce que le monde, il avance très vite. Les relations, elles changent. Les centres d'intérêt pour le public évoluent et changent aussi. Le mentalisme est en train de, comment dire, d'exploser ces dernières années. J'en fais un petit peu aussi et j'aime beaucoup. Et je pense que c'est important pour soi aussi d'évoluer dans sa pratique, de pas rester figé parce que ça permet encore une fois de garder une fraîcheur. Et plus nous, on aime ce qu'on fait, plus j'ai envie de croire on va faire plaisir aux gens. À un moment donné, il y a des choses que je fais depuis très longtemps, que je continue à faire, mais j'essaye d'y trouver une approche différente pour pouvoir me renouveler moi, continuer à me faire plaisir et du coup transmettre ce plaisir aux gens qui regardent ou assistent à ce que je fais. Donc oui, moi j'ai envie de croire on peut aller même très âgé, on peut continuer à travailler avec tout ça. Je te le souhaite et puis je nous le souhaite à tous, artistes et professionnels, semi-professionnels, comme vous voulez, de pouvoir partager sa passion le plus longtemps possible. Et c'est vrai que la question de l'âge, à un moment, se pose forcément, quoi, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut réussir peut-être à trouver, à faire en sorte que l'âge que l'on porte puisse être l'avantage, puisse être un avantage. Ce qui est pas évident, mais ça se réfléchit. On a le temps de réfléchir à ça. On a le temps d'y réfléchir. Je te le souhaite aussi. Tu m'as dit quoi, Greg? Je te le souhaite aussi. Bah, c'est gentil. Merci, merci, merci. Allez, je finis. Allez, je vais faire une dernière petite question. Je fais une dernière petite question avant qu'on se quitte. Est-ce que, alors j'aurais peut-être deux. Quelqu'un qui aujourd'hui, genre 43 ans, père de famille, il se dit je veux commencer la balle contact, qu'est-ce que tu recommandes comme chemin? Est-ce que tu sais me dire où est-ce que je peux trouver des vidéos tuto, un truc assez complet, parce que sur YouTube j'en ai vu plein, hein, des trucs, mais je trouve pas forcément tout ce que je veux. J'avais trouvé pas mal déjà. Est-ce que tu recommandes des DVD? Est-ce que tu recommandes un club? Qu'est-ce que ton avis sur la question, c'est comment? Pour le jonglage, effectivement, aujourd'hui, enfin, que le jonglage, la magie ou le ballon, aujourd'hui, avec Internet, avec Instagram, avec YouTube, on a un accès à vraiment beaucoup d'informations. Moi, à l'époque, quand je travaillais à Passe-Passe, il n'y avait pas tout ça. C'était des cassettes vidéo et les échanges, souvent, coûtaient cher. C'était pas gratuit comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Donc oui, je recommande de travailler, de prendre du plaisir. Plus on prend du plaisir, plus c'est facile de travailler. En termes de club de jonglage sur Paris, il y en a dans toutes les villes de France, hein. Mais sur Paris, il y a l'APJ. L'APJ, c'est l'association parisienne de jonglerie. Ils sont très très bien. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage. Ça se réunit, l'APJ, ça se réunit le lundi soir dans une MJC des Hautes-Belleville, en dessous de la Porte des Lilas. Là-bas, à la PJ, on a des gens qui balancent du 9 balles en l'air, et puis des gens qui apprennent, qui démarrent le jonglage à 3 balles. Donc, un niveau très mélangé. Il y a tous les âges, tous les niveaux. Ça permet de rencontrer des gens. En magie, je sais qu'il y a plein de clubs et plein d'endroits aussi où on peut rencontrer des gens et échanger. Je conseille les deux. Il y a un gros travail personnel à faire chez soi. Et puis de rencontrer des gens et discuter avec des professionnels confirmés ou des amateurs qui apprennent, c'est aussi très riche. Donc je conseille tout ça. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Ouais, c'est ça qui est Dans chouette. tous les domaines, on peut démarrer. C'est plus facile quand on est jeune, on a une capacité d'apprentissage un peu plus élevée. Mais il y a des gens qui démarrent très tard et qui sont très très bons et qui deviennent de très bons professionnels aussi. Pour moi, tous les parcours sont possibles. On a tous des parcours différents et faut pas se fermer. Rester ouvert et c'est possible, faut y croire. Est-ce que tu aurais deux, trois recommandations de jongleurs ou magiciens ou des gens qui pratiquent les deux, ou peut-être la comédie ou le clown,
deux, trois personnes que toi tu apprécies, qu'on pourrait aller voir sur YouTube, des gens qui t'inspirent. Oui, il y en a plein. Des gens qui m'inspirent et des gens que je vais voir, il y en a plein. Je continue énormément à faire des trainings avec plein de gens différents. Je continue de rencontrer plein de gens différents. En magie, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Je pratique le mentalisme ces dernières années. Il y a un grand monsieur du mentalisme que je continue à aller voir en spectacle, avec qui de temps en temps j'ai la chance aussi de discuter après le spectacle parce qu'il est très accessible. Monsieur Tara Mansour, qui justement a repris son spectacle il y a pas longtemps. Je l'ai déjà vu 4 fois. Il est prévu la semaine prochaine que j'y retourne. Il y a, pour moi, dans sa magie, il y a une forme de générosité, une forme d'altruisme qui est fabuleuse. Et puis, humainement, c'est quelqu'un de très gentil. Et donc, moi, j'ai envie de dire, regardez les artistes et les spectacles qui vous plaisent, allez les voir et nourrissez-vous de ça. Il y en a qui sont plus accessibles que d'autres, mais ça vaut vraiment le coup de tenter parce que c'est aussi une aventure humaine, tout ça. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est grâce aux autres qu'on avance. C'est la grande roue de la vie. Moi, j'en suis là parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et j'essaye aujourd'hui d'aider aussi d'autres personnes. En jonglage, c'est pareil. Il y a plein de jongleurs que j'apprécie et avec qui je discute très régulièrement. Et pour moi, ça fait partie de l'apprentissage et de la richesse de, de, de cette pratique, de cette passion qui peut devenir un métier. Il faut y croire, c'est possible. En France, on a l'intermittence du spectacle. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart des magiciens, les nouvelles générations se dirigent plutôt vers une forme d'auto-entreprise ou d'auto-entrepreneuriat. Comme je dis souvent, sur une médaille, il y a deux revers. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Moi, je suis intermittent depuis très longtemps et ça me plaît. Ça me permet d'avoir une sécurité quand je travaille pas. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et là où on veut aller, ben, il faut se donner les moyens. Et pour ça, il faut pas hésiter à en discuter avec d'autres personnes aussi, parce que c'est riche en conseils. J'aime bien aussi cette petite phrase qui dit n'écoute pas trop les autres, parce que sinon tu vas devenir comme eux. Donc, il y a un juste milieu, il y a une limite à donner, mais c'est important d'échanger avec d'autres personnes et puis de prendre les conseils, mais par rapport à soi. Ce que les gens disent, c'est pour eux. Mais dans ce qu'ils disent, il y a certainement une petite partie qui va te correspondre à toi. Donc, il faut trouver cet équilibre et puis rester soi-même. C'est beau ce que tu dis, Greg. Bon, c'était top, hein. Merci beaucoup pour ton partage. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés, regardés, suivis. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et également sur YouTube. Il y a un Instagram aussi pour Passe-Passe où je publie des formats courts régulièrement. Alors, en fait, j'ai pas mal d'épisodes en avance et tout ça, donc j'ai pas mal de contenu déjà qui vont arriver sur les prochaines semaines. J'ai mis les nouvelles dates de publication pour le dimanche. J'ai remarqué que le lundi, ça booste pas mal. Le samedi, pas trop, bizarrement. Je pense que les gens sont très occupés le samedi. Donc maintenant, je publie également le dimanche. Et checkez tous les liens dans la description. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Greg, encore merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci. C'était un plaisir de te recevoir. Et puis, je vous dis à tous une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.